Hello, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la notion de valeur à nouveau sous un nouvel angle. En fait, depuis la dernière fois où j'ai publié la vidéo sur la PPA, vous avez été 80 à acheter la formation et j'ai reçu donc un nombre conséquent de questions. Et en fait, derrière toutes ces questions, je crois qu'il y a une logique qui n'est pas toujours très claire, qui est la notion de valeur. Alors en fait, la valeur n'est pas égale selon l'endroit où on vit pour une devise, mais vous allez voir aujourd'hui, je vais montrer que la valeur n'est pas égale également pour des choses aussi abstraites que des chiffres d'affaires d'entreprise ou la génération de cash flow qui est quand même la manière dont une entreprise s'enrichit. Vous allez voir qu'en fonction des situations et des périodes dans l'histoire économique, ça varie et que ça n'a pas du tout le même prix. Et que donc quand on achète ou quand on vend ou quand on interagit avec l'économie, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que ça vaut en valeur absolue et combien ça vaut aujourd'hui, maintenant. Est-ce qu'il y a une surcote, est-ce qu'il y a une décote, de manière à ne pas se faire avoir tout simplement. Ça va loin ces histoires. Dans la formation, dans l'expatriation, en fait, j'ai parlé de la valeur des prestations de services offertes par la France. Vous savez, quand on vit dans un pays, finalement, ça revient à ce qu'un pays nous loue son territoire géographique. Pour notre présence sur un sol, on est obligé de payer tout simplement via alors tout un système complexe, vicieux, hypocrite, mais quand on écarte tout la fumée, derrière il reste un lieu de vie qu'un État nous loue pour une durée déterminée ou indéterminée jusqu'à notre mort, et ça a un coût. Et ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma formation d'expatriation, c'était évaluer ce coût, combien nous vendait la chose, combien la France vous vend la possibilité de vivre dans votre pays qui est la France, parce que moi le mien c'est plus la France, mais combien vous vend ce prix-là. Donc c'est une notion à mon avis qui est fondamentale, qui sépare bien sûr, au début, quand on débute sa vie, ou quand on a 5 ou 10 ans d'expérience, ça ne joue pas. Mais sur 20, 30, 40 ans, celui qui achète ou qui vend de la valeur en fonction de si c'est adéquat ou pas pour lui, si c'est opportun ou pas, celui-là, il va faire un écart monstrueux sur des longues périodes. Et celui qui, au contraire, dit « je veux tout de suite », un peu comme un enfant dans la toute-puissance, « je veux maintenant » et puis je m'en fous de combien ça coûte et des conditions. Donc quelqu'un qui ne veut pas tenir compte de la réalité, sur 20, 30, 40 ans, on se retrouve avec des gens, il y a des énormes écarts. On pense qu'ils sont plus intelligents, plus beaux, plus malins, plus tout. La vérité, non, ils ont juste rien compris à la notion de valeur et d'autres exploitent la valeur à leur profit. Enfin, moi, c'est ma conviction profonde, c'est que tous les mecs que je connais autour de moi, ils ont gambergé la notion de valeur. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous la montrer en bourse pour vous aiguiser votre instinct de la valeur. Donc je me trouve sur le site de ychart.com qui m'ont mis à disposition leur base de données, je les remercie, des bases de données au-delà de la version gratuite sur des plus longs historiques. Je suis en train d'afficher actuellement sur le graphique depuis le 1er janvier 2010, donc post-crise 2008-2009. Je crois qu'on a fait le point bas en janvier 2009, voilà un an plus tard, on redémarre un cycle économique. Donc j'affiche 3 actions que vous connaissez tous. Apple. Je suis sûr que parmi vous, de nombreuses personnes ont consommé un produit Apple. Mastercard, moi aucun. Mastercard, je suis sûr aussi que vous avez tous fait des transactions sur le net avec des Mastercard. Et PepsiCo, qui est un grand groupe d'agroalimentaire, même si vous ne buvez pas de Pepsi, il est fortement probable que vous ayez déjà acheté une marque de bouffe qui appartient à PepsiCo. Donc là, on a leur cours. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cours de Mastercard a progressé de 633% sur 8 ans, Apple 487 et Pepsi 89. Donc on peut se dire que voilà, Pepsi ça se valorise pas bien, ça progresse pas bien en bourse, et on peut dire aussi que Mastercard ça cartonne, Apple aussi, 5 fois la mise sur 8 ans c'est quand même pas mal, et 6 fois et demi la mise pour Mastercard sur 8 ans c'est quand même tranquille, on est loin des 2% de votre livret A en France. Alors maintenant ce qu'on va regarder c'est non pas le cours de bourse, parce que ça, le cours de bourse, ça veut tout dire et rien dire. Et j'extrapolerai à la fin de cette vidéo, justement, pour essayer de vous faire réfléchir. On va regarder les revenus, donc le chiffre d'affaires de ces 3 entreprises, pour commencer. Donc, le chiffre d'affaires de Apple a progressé de 468% sur la période. Mastercard n'a progressé que de 183%. Et Pepsi de 50%.
Ensuite, on va regarder le free cash flow sur la même période. Donc, le free cash flow, vous allez voir où je vais en venir après. Hein. Le free cash flow, c'est donc l'aptitude de une boîte à créer du cash. Donc, c'est quand même, c'est le pognon, quoi. Hein. C'est le pognon qui rentre dans la boîte concrètement qui est généré. Apple a fait 500% de hausse du free cash flow sur la période. Mastercard, je vous rappelle qu'il progresse de 200% de plus que Apple sur la même période, fait 400%. Donc 200% de moins en valeur relative par rapport à Apple. Et le free cash flow sur PepsiCo, il est quasiment resté stable sur toute la période. Il est à 20% de hausse. Alors déjà, première incohérence, Apple génère et fait progresser un plus gros cash flow sur une période quand même de 8 ans et demi, d'ailleurs 9 ans presque, on a en fin 2018. Et pourtant son cours de bourse ne monte pas autant que Mastercard. Et c'est là où on va rentrer dans la notion de valeur. Donc je vais afficher d'abord, on va commencer tout de suite par le prix, le ratio en fait entre le cours de bourse et le cash flow. Alors c'est ça qui est assez intéressant. Je vais tout de suite zoomer sur Apple. Donc on démarre en 2010. Et vous voyez qu'on est à moins 22%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait sur les 9 dernières années, la valeur du cash flow, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Apple dégage $1 de cash flow, qui est une forme de bénéfice très prisée pour ceux qui investissent en bourse, et ben, cette aptitude à dégager $1 de bénéfice de cash flow, elle est valorisée 22% moins cher en 2018 qu'en 2010. Donc, on va comparer maintenant avec Mastercard. Alors Mastercard en 2010 par rapport en 2018, enfin 2019, 9 ans, son aptitude à créer $1 de cash flow est valorisée 20% plus cher qu'en 2010. C'est-à-dire que à dollar constant, à chaque fois que Mastercard et puis Apple enregistrent $1 de cash flow, il y en a un dont le cours de bourse s'est approché 20% de plus et l'autre 20% de moins, ça fait un écart de 40% pour le même dollar de cash flow accumulé dans une société. 40% d'écart. On va voir maintenant ce que fait PepsiCo sur la même période. Donc PepsiCo, donc je vous rappelle que le chiffre d'affaires a fait plus 80% sur 8 ans, ou 60, je sais plus, 70, bon bref, ça a stagné. Le cash flow en valeur absolue a augmenté que de 20% sur 8 ans. Donc PepsiCo, grosso modo, est arrivé à maturité, a du mal à faire de la croissance, donc ils défendent juste leur part de marché. Par contre, le prix $1 de cash flow chez PepsiCo, il a augmenté de 43%, 44% sur la période des 9 dernières années. Donc si on compare ça par rapport à Apple, maintenant je vais vous remettre Apple. Donc d'un côté Apple ça perd 22, PepsiCo ça a pris 44% pour un même dollar accumulé dans ces entreprises. Donc là, ce qu'on peut déduire déjà de l'observation de ces entreprises que vous connaissez tous, c'est que la bourse valorise assez différemment, voire dramatiquement différemment, un même dollar de bénéfices sous forme de cash flow. C'est la même pour le chiffre d'affaires. L'aptitude d'une entreprise à réaliser du chiffre d'affaires, à croître ou pas croître, à étendre son volume d'affaires. Donc pour moi, le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en même temps, je sais que statistiquement, c'est très très significatif. C'est l'un des meilleurs indicateurs pour prévoir le cours des actions sur long terme. Donc on appelle ça le price to sell ratio. Donc je vais vous afficher d'abord les revenus de nos 3 entreprises. Donc j'en reviens, Apple a fait croître énormément ses revenus de 500% quasiment, Mastercard 200 et donc 50% pour PepsiCo. Donc maintenant on va mettre le price to sell, donc c'est l'écart en fait, enfin le montant des ventes rapportées au cours de bourse, donc on va enlever le revenu. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'aptitude de Mastercard à générer $1 de chiffre d'affaires, c'était multiplié par 2, 109% de hausse du prix du dollar de chiffre d'affaires. Encore une fois, réaliser $1 de chiffre d'affaires en 2010 ou en 2019, c'est totalement identique. Mais entre 2010 et 2019, vous avez une hausse de 100% de cette aptitude chez Mastercard. Chez Apple, comme vous avez pu voir, c'était celui qui avait augmenté le plus ses revenus. Et donc, comme son cours de bourse s'est pas envolé, alors qu'on dit toujours qu'Apple, blablabla, c'est survalé, ou que ça va planter, ou que c'est fini. Et la valeur du chiffre d'affaires d'Apple, la valeur de $1 de chiffre d'affaires d'Apple en 2010 par rapport en 2019,
ben, ça a baissé de 19%, c'est-à-dire que comme la valeur des dollars gagnés par Apple, ça vaut de moins en moins. Donc la bourse considère que le chiffre d'affaires d'Apple, il y a un écart de 130% en fait, sur une période de 9 ans, entre Mastercard et Apple. Le chiffre d'affaires de Mastercard vaut beaucoup plus cher. Ça reste $1 hein, à chaque fois. Donc c'est pour vous, comment dire, essayer de vous présenter l'idée qu'un dollar ne vaut pas $1. C'est ce que j'essaie de vous dire avec les devises. Mais $1 en bourse gagné ne vaut pas $1 chez le voisin. Et PepsiCo, c'est resté à peu près stable à 14%. Donc ça a conservé l'aptitude à... Le chiffre d'affaires de PepsiCo il y a 10 ans et aujourd'hui, grosso modo, et ben, il est valorisé de la même manière. Alors, que conclure de tout ça, de ces phénomènes de marché? Je vous préviens, ça va piquer un peu. À mon sens, après c'est une interprétation, hein. Spéculer, investir, trader, vous savez, les gens disent non, mais moi je fais du trading ou moi j'investis à long terme, je ne prends pas de risque, ou spéculer, voilà. C'est le même combat, ça veut absolument dire la même chose. Comme vous pouvez le voir, les entreprises comme Mastercard, Apple ou PepsiCo, c'est vraiment pas de la spéculation, elles font partie des 50 plus grandes entreprises des États-Unis en profit ou en chiffre d'affaires, c'est vraiment les mastodontes qui dominent le monde. Et pourtant, la bourse, en 9 ans, fait des grands écarts au niveau de leur valorisation. Alors qu'encore une fois, les dollars gagnés sont identiques de part et d'autre. Donc, qui, en 2010, peut affirmer que la bourse va miser sur le chiffre la valeur des profits de Mastercard et ne va pas miser sur la valeur des profits de Apple? Qui peut affirmer ça en 2010? Pas grand monde. Pourquoi? C'est du chaos, c'est du hasard. Et pourtant, détenir traditionnellement, on dit qu'investir en bourse, c'est quelqu'un qui investit à l'horizon 5, 10 ans, 15 ans, qui détient longtemps ses positions en portefeuille. C'est un investisseur, c'est quelqu'un de sérieux. Il ne fait pas de l'argent avec de l'argent. Lui, il place son argent pour le faire travailler. La vérité, les gars, je peux vous le dire, c'est que le niveau de risque entre trader à très court terme sur des patterns ou trader ou investir sur Mastercard et Apple, c'est le même, c'est-à-dire qu'il va y avoir des phénomènes statistiques complètement imprévisibles qui vont complètement moduler les résultats, et bien malin est celui qui peut le prévoir 5 ans ou 10 ans en avance. Donc pour moi, il n'y a qu'un seul vrai choix quand on joue en bourse, c'est de reconnaître que c'est que du chaos, du hasard. Alors c'est un peu organisé de temps en temps, il y a une certaine forme de logique. Souvenez-vous aussi la phrase « Oui, mais Charles, à long terme, les marchés finissent toujours par valoriser en fonction de l'analyse financière fondamentale et retrouvent sa tête, grosso modo. Les marchés font n'importe quoi à 6 mois, 1 an, 2 ans, mais après ils corrigent, ils retrouvent leur truc. » Bah oui, en même temps non. Si vous prenez Mastercard, Apple et PepsiCo, je vois pas pourquoi PepsiCo tout d'un coup son chiffre d'affaires, son free cash flow, il vaut plus qu'avant, alors qu'il n'a pas pris une part de marché, il n'a pas augmenté, il n'a pas fait de croissance, il n'a rien fait. Ses concurrents ne sont pas effondrés pour autant. Donc, je vois pas pourquoi cette entreprise tout d'un coup on décide que la même chose d'hier et 1 an plus tard ça vaut plus cher. Il n'y a aucune raison. Donc 2 ans même, 3 ans, voilà, vous pouvez prendre toutes les périodes, puisque là on est sur une période de 9 ans. Donc pour moi en fait, quelqu'un qui place son argent en bourse, et à un moment il faut accepter l'idée qu'on a affaire à un jeu de hasard, de semi-hasard, moi j'appelle ça un jeu de semi-hasard chaotique. Voilà, c'est pas du hasard plein, encore une fois il y a un peu d'organisation, mais il y a des règles qui sont valables 80% du temps, puis qui ne sont pas valables 20% du temps, et vous ne savez pas quand est-ce que c'est valable et quand est-ce que ça sera non valable. Donc il y a quand même une part de chaos pour comprendre la logique. Donc soit vous rentrez là-dedans, et donc quand vous jouez un jeu, ça gagne, ça perd, mais vous êtes en train de jouer un jeu, vous n'êtes pas en train de faire le mec sérieux à placer son argent et à réfléchir à faire des grandes théories. Ou alors, vous renoncez à cette espèce de jeu de semi-hasard chaotique, et là, vous faites ce que je fais depuis 3 ans, savoir, vous dites, bon, je touche pas à ce bordel, j'ai autre chose à foutre pour l'instant. En l'occurrence, en 2019, il est fort probable que j'y revienne, mais pour l'instant, depuis 3 ans, j'ai autre chose à foutre. Donc, je vais me servir des marchés uniquement pour toucher une rente. C'est une sorte de loyer, puisqu'en fait, l'argent vous paye un loyer via l'intérêt, les entreprises vous payent un loyer via le dividende. Et donc, la stratégie, ça consiste à mettre en place, je prépare un nouveau slide pour vous expliquer ça. Rentier par la bourse, en fait, vous avez 2 formules. Soit vous mettez comme target 9% par an,
Et puis, vous allez ventiler ça entre des petites plus-values et puis des gros dividendes. Donc moi, pendant 2 ans, 2016-2017, j'avais même plus que 9% de rendement, mais il y avait à peu près 9% de dividendes. Et puis en 2016-2017, il y avait un peu plus de plus-value. Cette année, il n'y en a pas. Et puis donc, vous êtes à 9%, voilà, le cœur de votre rente. De toute façon, votre entreprise, votre seul risque, c'est de vous miser sur une entreprise qui coupe ses dividendes parce que son business va mal et qu'elle ne génère plus assez de cash flow justement pour payer le dividende. C'est votre seul risque, qui est un risque réel, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est la guerre économique, et donc il faut se maintenir. Donc, mais la plupart des entreprises, soit elles stagnent, ou soit en fait elles progressent. Donc si vous arrivez à... où il y a des fonds aussi, parce que j'achète des fonds sous-cotés, donc il y a des décotes qui se corrigent, donc ça vous permet d'avoir des bons dividendes, avec des petites plus-values. Donc vous faites soit ça, soit l'autre formule que je fais maintenant depuis 2 ans, parce que je suis quand même un peu gourmand, hein. 9% c'est cool, mais 15% c'est plus cool. Mais ça, donc l'offre 9%, en fait, c'est l'objectif rentier 9% par an. C'est une offre qui traîne sur Objectif Éco depuis janvier 2016, auquel vous pouvez vous abonner. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Voilà, elle est tout en bas de ma page dans la boutique. Objectif rentier par dividende 9% par an, 1 heure par mois. C'est réellement 1 heure par mois. C'est-à-dire que c'est un portefeuille qui est mis à jour. Ah oui, parce que je vais vous dire, il faut aussi que ça paye. J'avais fait des vidéos dans le passé où j'ai dit que j'avais un peu échoué à contrôler mon temps, en fait. Être rentier en bourse, c'est sympa, c'est comme l'immobilier, mais si on y passe un quart de temps de toute sa vie, et puis on ramène le niveau de la rente par rapport aux heures travaillées, c'est pas super, voire c'est pas du tout super du tout. Donc j'ai fait des vidéos dans lesquelles je me plaignais un petit peu de ce que des pauvres résultats que j'avais obtenus en termes de productivité. Je les ai considérablement améliorés cette année. Le but d'être rentier à 9% par an, c'est d'y consacrer qu'1 heure par mois. Voilà, je fais un point une fois par mois, je check les positions, les rentrées de dividendes, je regarde la rentabilité, les plus ou moins values globales sur le portefeuille. Le portefeuille est créé pour contenir 30 lignes de taille identique. C'est très important d'avoir une taille identique pour chaque position. Et donc de ne pas y consacrer trop de temps. C'est aussi important que de contrôler son capital et de faire la compta des dividendes encaissés, et puis évidemment d'avoir une moyenne de gains et de pertes, c'est-à-dire de plus-value qui soit flat. Mieux c'est positif, et puis ça devient la merde quand c'est ce qui m'est arrivé en février dernier, quand je suis descendu à moins 9% de moins-value latente. C'est-à-dire que là, quand on s'attend à faire 9% de gains sous forme de dividendes pendant 1 an et qu'on a 9% de moins-value immédiate, là on se pose des questions. C'est pas très rentable là, parce qu'on commence à converger, on se dit je suis en train de faire un truc qui sert à rien. Donc l'idée c'est d'avoir un portefeuille qui fait allez, moins 3%, plus 3% en latent, voilà, qui bouge à peu près, qui s'équilibre. Et puis pendant ce temps-là, bam, 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 tous les mois, on prend l'équivalent de 9% par an de dividendes. On n'y consacre qu'1 heure par mois, fin de l'histoire. Ça, c'est rentable. C'est le but de cette offre objectif rentier, mais c'est vraiment un portefeuille que j'ai en réel, c'est les positions que je porte, voilà. Seulement, moi, il me faut plus aussi, et puis j'ai le démon qui m'habite toujours un petit peu, donc depuis 2 ans maintenant, j'ai une autre formule. Là, il n'y a pas d'offre sur Objectif Éco, donc je peux vous en parler, mais je ne vends rien du tout là-dessus. Alors ça consiste en fait à vendre des options, des puts et des calls, donc des options de vente quand vous n'avez pas de titres. Une fois que vous avez des titres, vous continuez à vendre des puts et puis vous rajoutez un call par rapport à votre prix d'exercice et le prix d'achat de votre action que vous avez en face, puisqu'il devient possible de vendre des calls free tax si votre strike est au-dessus de votre cours d'achat. Ça va peut-être être du langage un peu imbitable pour ceux qui ne maîtrisent pas les options, mais avec cette formule, grosso modo, il est possible de ramasser environ 15% par an. En fait, comment ça se ventile? Ça se ventile que vous allez faire probablement 20-25% de gains bruts en fonction des niveaux de volatilité. Et puis, de temps en temps, on va prendre des tartes dans la gueule, méchantes. La vente d'options, c'est aller à 95% gagnant, mais les 5% de perte, c'est très méchant. Quand ça tape, ça tape. Et on va recracher, probablement, moi je recrache par rapport à 20-25% de renta brute, je vais recracher, peut-être ça dépend des années, entre 5-10% de gains, juste avec 5% de positions perdantes. En fait, pour être franc, la vente d'options, ça marche qu'à condition que le marché ne se déplace pas trop vite, ni à la hausse ni à la baisse.
C'est-à-dire que vous savez, 80% du temps, c'est du 2 écarts type, c'est du gna-gna, du train-train, ça monte en crabe, on se prend une petite branlée, ça remonte en crabe, on se prend une petite branlée. Tout ça, grosso modo, sans aller trop vite. Et donc, le vendeur d'options, il gagne. Il gagne, c'est merveilleux. On encaisse quasiment tous les jours un peu plus d'argent. Donc, c'est très, très confortable psychologiquement. Qui plus est, rien à foutre de savoir ce que fait le marché. On l'encadre juste, et puis au milieu, on regarde pas ce qui se passe, ça monte, ça baisse. Il est d'ailleurs possible de gagner tout en perdant par rapport à un pari. Il est possible de gagner sur les options. Donc ça, c'est cool. Ce qui se passe, c'est quand le marché commence à accélérer trop fort. Alors, quand ça accélère trop fort à la hausse, bah, vous vous retrouvez exécuté. Si vous avez des positions à l'achat qui sont à des bons prix, puis que vous vendez des calls en face, bah, vous faites sortir votre position. Et puis par moment, si ça se fait sortir trop prématurément, vous coupez les plus-values potentielles. Donc vous faites sortir en léger gain, alors qu'en fait, quand le marché monte en crabe, vous pouvez cumuler des gains sur plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Ça m'est arrivé avec GNL, notamment l'an dernier. J'ai bien gagné dessus, beaucoup. Et puis sinon, si le marché baisse trop vite et trop fort, vous vous retrouvez exécuté, vous vous retrouvez acheteur. Et puis si le marché est beaucoup plus bas, vous ne pouvez plus vendre des options au-dessus parce que les cours sont trop loin, ça vaut zéro. Et puis vous vous retrouvez avec un trou, grosso modo, une moins-value, et vous n'avez plus qu'à remettre au pot éventuellement. Et c'est pour ça que la vente d'options, ça n'a rien à voir avec la rente sur dividende. La vente d'options, ce qui est capital, mais vraiment fondamental, c'est de choisir les bons titres à la base, donc des titres ultra safe, qui ne vont pas faire du moins 70% en 2 mois, par exemple. Donc votre critère de sélection, ce n'est pas une boîte qui va gagner beaucoup de profit, comme dans la bourse, le trading, l'investissement, la spéculation. Ce n'est pas une boîte qui va sortir un médicament et qui va pouvoir permettre de faire des plus-values comme on en connaît. Enfin, tous les phénomènes extra-marché, extra-business, as usual, quotidien, quoi. C'est pas comme dans la partie rente dividende où vous choisissez une entreprise qui monte un petit peu mais pas trop, qui a un business qui est bien établi et puis qui crache du dividende. Voilà, un produit un peu mature avec pas trop de danger de concurrence et puis ça tourne peinard et vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Non, là, les ventes sur options, votre objectif c'est de trouver des entreprises qui ont l'aptitude à pas se cracher. C'est que ça. Il ne faut pas que ça crache. Si ça crache, ça fait mal. Donc moi, chaque année, je me prends, on prend des claques. Hein. Personne n'est deux. Moi, je m'en cache pas. Je prends des claques chaque année dans la gueule. Donc, une fois que vous avez pris votre claque dans la gueule, la tournure de votre compte va dépendre si cette entreprise fait une recovery derrière ou pas. D'où l'importance fondamentale de choisir son titre au départ. Une entreprise qui ne crache pas, plus une entreprise qui a l'aptitude à faire des recoveries. Donc il faut que ça soit vraiment fondamentalement une entreprise très solide. Je me souviens en 2016, dans la partie rente, j'avais acheté Mattel, qui s'est craché la gueule méchamment. Donc qui crée des produits, et le fait que les enfants arrêtent d'acheter des jouets pour favoriser les jeux vidéo, ça c'est le genre de crash, ça m'a marqué énormément, c'est le genre de crash, genre de claque et le genre de crash, on ne se remet pas en fait. On prend une énorme tôle, et le seul moyen de s'en sortir d'ailleurs c'est de couper. Moi généralement sur les options j'ai pas 30 mais 10 positions, parce que par moment il faut les doubler, et je ne prends pas effet de levier, donc quand vous avez un titre qui crache, je ne l'avais pas sur les options, mais quand vous avez un titre qui crache de 50% et que vous avez 10 positions, 10%, ça vous fait un trou de 5% sur votre compte direct. Avec un seul crash sur 10 titres, vous avez enlevé déjà 5% du compte. Donc c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je me suis perfectionné, suite à mes expériences sur la rente d'ailleurs. Je prends plus que vraiment des titres qui crachent et qui font la recovery, et donc des titres dont je veux absolument comprendre les produits, que je connais, et que je sais que dans 5 ans, la demande sera encore là, la part de marché sera encore là, et la valeur accordée par les consommateurs à ces produits sera encore là. Donc typiquement de la bouffe, du pétrole, du Mastercard, justement, parce qu'on continue à acheter sur Internet. Donc je prends que des entreprises ou de l'assurance, par exemple, je prends que des entreprises qui vont rester, qui sont stables, etc. Je ne m'amuse pas sinon pour éviter les crashs. Donc j'en ai plus trop des crashs sur les options, donc je gagne bien ma vie, je suis un peu plus de 15% par an. Et pour l'instant, vous êtes nombreux à me réclamer ça depuis des années, mais le souci des options, c'est que d'abord il faut exécuter très rapidement, puisque vous avez des écarts de 20-30% par jour.
Il faut vraiment avoir une alerte et la recevoir en temps réel et l'exécuter en temps réel, sinon c'est pas possible. Et deuxièmement, la plupart des gens comprennent rien aux options. C'est vraiment un jeu. Moi j'ai eu l'opportunité de démarrer quand j'avais 19 ans chez Dubouzet. C'était de bourse de la BNP, donc j'étais sales, j'étais broker options en fait. Je vendais les options au market maker et je mettais en face des gérants qui prenaient des positions d'investissement, c'est-à-dire ils jouaient au jeu de hasard. Et donc, ça fait 20 ans, 25 ans que je suis confronté aux options. Ma foi, quand j'étais jeune, je ne comprenais rien, j'en vendais, mais je ne savais pas trop ce que je vendais en fait, en toute honnêteté. Je ne rentre pas non plus parce que les options, il y a moyen de se prendre la tête très grave en rentrant dans les stratégies d'arbitrage. Donc là, on peut se casser les neurones si vous n'êtes pas matheux à mort. Voilà. Ce n'est pas un produit très accessible, les options. C'est malheureux parce qu'en fait, c'est probablement le meilleur moyen que je connaisse aujourd'hui de faire de la rente. 15% par an, je suis sûr qu'il y a plein de gens comme vous qui aimeraient placer son capital à 15% par an. Il n'y a pas beaucoup de choses qui rapportent 15% par an sans trop se casser les burnes, hein, parce que les options, il arrive parfois une semaine sans lequel j'ouvre mes positions. Je n'ouvre pas mon compte pendant une semaine. Il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est vraiment souple. Donc c'est vraiment confort. C'est quelque chose qui pourrait rendre vraiment service à beaucoup, mais c'est complètement inaccessible, complètement dangereux, complètement habitable pour la majorité. Donc pour l'instant, j'hésite encore à proposer un produit optionnel. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur le marché français qui proposent des options. Ce que je peux vous dire sur les options également, c'est que les maisons d'information financière aux États-Unis, donc les fameux Agora, ne proposent quasiment que des services sur les options à l'achat. Alors, je reviens à mon précédent slide. La bourse, investir à horizon 5 ou 10 ans, je vous remontre Apple, Mastercard, PepsiCo, et les variations de valeur du chiffre d'affaires, du free cash flow et les autres paramètres. Déjà, investir à ce jeu-là, en ayant une approche financière structurée avec des métriques, c'est quand même un putain de semi-hasard. Mais alors, comme font Agora, investir en achetant des options, bah, c'est suicide. Il y a une chance sur, il y a 3 chances sur 100 d'y arriver et 87 chances sur 100 de perdre. Je ne sais pas pourquoi ces gens s'amusent à ce jeu. En fait, ce qui se passe, c'est que derrière, au lieu de les vendre, les options, bah, on les achète. Donc du coup, ça permet de faire les gros écarts. Et en termes de marketing, ça revient à faire de la bourse casino. Et la bourse casino, ça attire énormément les gens. C'est quand même les mouches à merde. J'ai fait plus 90% en 2 jours. Oh putain! Et là. Donc... c'est extrêmement séduisant sur le papier, mais enfin le taux de réussite, je ne sais plus, je crois que les options qui expirent dans le vide, donc qui n'ont pas pu être exécutées, donc des options perdantes à l'achat, je crois que sur l'ensemble de tout le marché optionnel américain, je crois que c'est 96,4%, un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il y a 3,6% d'options qui sont éventuellement exécutables, mais il y en a qui sont exécutables en perte, c'est-à-dire qu'au il y a 3% de probabilité de gagner quand on achète. Jouer un jeu, vous avez 3% de probabilité, je vous déconseille. Donc moi, voilà, je trouve ça un peu dommage parce que sur le marché français, on propose aux épargnants que des acheteurs d'options, grosso modo, donc un jeu suicidaire, alors que c'est un jeu de hasard chaotique, alors qu'en vendant des options, il y a vraiment moyen de construire une rente de 15% par an, en étant averti, et voilà. Et moi, j'ai un peu peur que les erreurs d'exécution coûtent trop cher aux clients, c'est dangereux. C'est vraiment un produit dangereux. On n'a pas le droit à l'erreur en fait. C'est pas que ça soit fondamentalement dangereux comme jeu. Encore une fois, si vous avez 10 lignes sur votre capital et que vous vendez des titres, des options et que vous ne prenez pas l'effet de levier et que vous avez bien réfléchi à votre liste de départ, le jeu, on vous dit que vous pouvez perdre de manière limitée en vendant une option. C'est vrai sans être vrai. C'est vrai techniquement, mais en fait dans la réalité, ça n'arrive jamais. Surtout si vous ne prenez pas l'effet de levier, bien sûr, et surtout si vous multipliez, encore une fois, si vous avez une gestion du capital, du money management qui est adéquate. Néanmoins, c'est beaucoup moins friendly. Enfin, moi, 15% par an, ça me fait rêver, mais a priori, ça ne fait pas bander les clients non plus. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, j'ai un peu dérivé avec les options. Au final, cette histoire de valeur, ça reste fondamental. C'est ce qui régule nos interactions avec tout ce qui bouge. Je vous rappelle que donc, suite à la parité de pouvoir d'achat, la notion de valeur d'un dollar ou d'un euro selon le pays à l'instant T, au même instant, au même jour, ce que vous pouvez acheter comme quantité de biens ou de services avec un seul dollar ou un seul euro, ça varie d'un pays à l'autre. Après, ça varie d'une année à l'autre.
les pays vous vendent plus ou moins cher leur droit d'accès à leur sol, sur lequel vous êtes obligé de marcher. Il faut bien que vous marchiez quelque part sur Terre. Marcher sur Terre, ça peut paraître fou, mais c'est une valeur, c'est pricé par les États, c'est jamais gratuit, quasiment jamais gratuit. Mais la notion de valeur, c'est plus large, donc vous pouvez voir que les entreprises, derrière l'investissement, c'est juste que les entreprises vous vendent du chiffre d'affaires, du free cash flow, donc de l'argent, de la rente. L'immobilier vous vend de la rente, les obligations vous vendent de la rente également, on vous vend un intérêt. Et cette valeur de l'intérêt varie tout le temps. J'ai aussi, pour terminer, je souhaite je parle jamais du Bitcoin parce que c'est comme l'or, c'est des sujets qui rendent un peu ma boule les esprits. Voilà, donc là je vous montre le graphique. On a fait 4003, 4002 là aujourd'hui, donc on est en train de s'écrouler littéralement. On va aller 8000, donc 50% de baisse. On va aller 8000 début août. Pourquoi, vous savez publiquement pourquoi j'ai jamais touché aux crypto, tout simplement ça n'a aucune valeur. Alors c'est encore les courses de chevaux ont plus de valeur que les cryptos. Parce que les courses de chevaux, il y a des gens avec des ordinateurs qui accumulent des datas et qui sont capables d'avoir des métriques qui donnent un avantage sur les autres joueurs. Le Bitcoin, absolument. Ça crache pas d'intérêt, ça crache pas de valeur, ça offre, c'est juste un service éventuellement financier dont on cote son utilité via le cours. Mais l'utilité dans les transactions, et encore des transactions pour acheter des biens et services, l'utilité du Bitcoin est très limitée. Donc après on nous dit c'est un stockage de valeur. Ouais, mais enfin bon, là j'ai un graphique juste sur un an, vous appelez ça du stockage de valeur, un machin qui vaut 8000 il y a un an, donc qui est en baisse de 50% sur un an, qui monte à donc 20 000, donc il fait x4 pour après être divisé par je sais pas combien. Est-ce que franchement vous appelez ça un outil pour stocker de la valeur? Je veux bien admettre que j'ai du mal à croire et que je suis un petit peu négatif sur le Bitcoin, enfin quand même, les chiffres sont là, ça stocke pas de valeur, ça bouge dans tous les sens, ça fait n'importe quoi, ça rapporte rien, et encore une fois, c'est juste, moi à ce jour, j'ai toujours pas compris le mécanisme de valeur dans le Bitcoin. Donc il y a de la valeur partout, mais à mon avis, il n'y en a pas dans les cryptos aujourd'hui, et donc ça se termine probablement pas très bien l'histoire en ce moment. Faut savoir que sur les 5500 clients de la boutique Objectif Eco, je pense qu'il y a peut-être 1500 personnes qui sont venues arriver par les cryptos. Donc en tant que chef d'entreprise, en toute honnêteté, ce serait vachement plus cool pour moi si le Bitcoin valait 10 000 plutôt que se croûter comme ça à 4003 et pas arrêter de baisser non-stop. Mais c'est pas pour autant que je vais changer mon opinion sur le sujet. Le Bitcoin, la notion de valeur est extrêmement floue, voire inexistante. Donc il faut quand même faire attention à cette notion de valeur, justement. Pas toucher justement quand la notion de valeur n'est pas claire, il ne faut pas toucher. Et les deux autres règles qu'on peut tirer pour la vie courante, c'est quand quelque chose vaut, je sais pas, 100 et qu'un mec qui arrive et qui vous dit mec je te le vends à 200, c'est de la balle, bouffe-le parce que 200 c'est pas cher, c'est juste pour toi. C'est ce que fait par exemple la France pour ses gentils donateurs fiscaux, ces gentils contribuables fiscaux. Les exigences fiscales de la France ne sont absolument pas couverte par une quelconque offre de valeur pour les gens qui habitent en France. Il y a beaucoup mieux ailleurs, beaucoup moins cher. Mais ça va jusqu'à l'immobilier. Il y a plein d'arbitrages à faire dans l'immobilier en permanence. Ça va avec les entreprises, ça va avec les devises, ça va avec tout ce qui bouge. Ça va avec ce que j'ai montré, je fais un update récemment dans la formation, acheter des minéraux, des bateaux. Je peux vous dire qu'en ce moment, le prix des bateaux à Hong Kong est en train de s'écrouler. Voilà, c'est une info d'insider. Il y a un port qui va être fermé. Il y a 200 yachts à la vente. Des prix, c'est l'équivalent de 2004 dans l'immobilier quand il y a eu la grippe et que tout le monde a vendu parti en courant. Il y a 200 yachts qui vont arriver à la vente fin décembre. Je me tâte pour en acheter un. J'en ai repéré un de 25 mètres. Voilà, donc il y a des... Et la valeur du yacht, c'est simple, ça valait 6 millions de dollars à Hong Kong. Là, on est en train de parler d'une remise, une chute de 50-75% du prix de vente. Donc ça me tâte également. Donc en permanence, dans l'économie mondiale, vous avez des choses qui bougent et vous avez des choses qui sont surcotées et sous-cotées. Et si je dois essayer de vous apprendre quelque chose aujourd'hui, c'est de rien faire, rien bouger, pas bouger le plus petit doigt.
Ne jamais engager une seule transaction si vous n'avez pas déterminé de quel côté la barrière vous êtes. Est-ce que vous êtes en train de vendre quelque chose de surcoté? Bon, bah là, c'est tant pis pour l'acheteur. Ou est-ce que vous êtes en train d'acheter quelque chose de sous-coté? C'est fondamental de comprendre ces notions. Et ces notions, c'est la même chose partout, en fait. C'est une règle universelle. Après, vous pouvez penser que les courses de chevaux, ou le trading, ou l'immobilier, ou l'achat de bateaux à Hong Kong, c'est différent. C'est pas vrai. C'est la même règle sous-jacente de valeur sous-coté, sur-coté. Voilà, donc... j'espère que ça vous fera réfléchir dans ce que vous faites. En tout cas, c'était le but. Moi, j'utilise ça depuis 15 ans et à mon plus grand profit. Et je vous recommande vraiment de vous plonger là-dedans plutôt qu'essayer de devenir, encore une fois, un entrepreneur parfait ou un investisseur parfait. C'est beaucoup plus facile de devenir un mec qui maîtrise la valeur parfaitement. Beaucoup, beaucoup plus facile. Et ça paye autant. Voilà, je vous dis à bientôt.